Le débat entre libéralisme et État-providence a été pollué par la crise financière, à moins que cette crise financière ait mis en marche une nouvelle dialectique de ces deux concepts. Il y a en effet un avant et un après crise financière de 2008. Avant, on pouvait constater un léger recul de l'État-providence, avec la reconnaissance que l'État producteur était suranné et qu'il y avait une plus grande efficacité de l'action privée sur l'action publique. À l'occasion de la crise financière, le système financier a montré des failles dangereuses, risquant de provoquer un effondrement du système économique. Et on a donc assisté à un retour de l'État sur le devant de la scène économique. La question est, ce retour est-il pérenne, ou bien le retour de l'État n'est-il que la conséquence passagère de la crise, ou bien la crise financière va-t-elle accoucher de nouvelles formes d'intervention de l'État? Il y a malgré tout un certain nombre d'obstacles et d'objections à un retour de l'État-providence. D'abord, le mur de la dette publique. Je vous rappelle que le rapport Pébro et de Patrick Artus limitait le montant de la dette par rapport au PNB en France à 60%. On était à 64 en 2007, on sera à 86, on était à 86 en 2010. Ce mur de la dette publique nous est rappelé chaque jour par les agences de notation. De ce point de vue, la crise aura agi comme un wake-up call pour rendre les économies plus compétitives, à la fois dans les marchés de produits et les marchés du travail. L'État-providence n'était-il pas un concept tabou qui bien souvent masquait la conservation des rentes de situation de ceux qui étaient à l'intérieur du système? Deuxième point sur les obstacles et les objections, le mouvement de libéralisation voulu par la société civile, comme le rappelle David Tesmar dans l'opuscule que vous avez devant vous sur cette session. Ce mouvement de libéralisation voulu par la société civile est plus fort que l'aspiration à la protection d'un État tutélaire, confère la révolution du jasmin et les printemps arabes. Troisième point, le couple libéralisme-État-providence s'inscrit dans un nouveau contexte, celui d'un contre-modèle de certains pays émergents, et notamment la Chine, qui allie capitalisme et État-providence ou État autoritaire. On prévoit qu'en 2025-2030, le PNB chinois aura dépassé celui des États-Unis en masse, mais il n'est actuellement que de 1/6 ou 1/7 du PNB américain par habitant. Or, il y a, comme le rappelait récemment dans une étude Barry Eschengreen de l'Université de Berkeley, il y a le grand mur de la croissance économique tel qu'on a pu le constater historiquement. Ce grand mur, c'est un seuil de PNB par habitant de 1 500 $ d'aujourd'hui. Il est possible de l'atteindre, mais les conditions deviennent plus difficiles pour le dépasser. L'ont atteint parmi les pays émergents, mais pas dépassé, l'Argentine, la Turquie, la Russie et les pays qui bénéficient de la rente pétrolière. Pour dépasser ce seuil, il faut surmonter la médiocrité des règles de gouvernance institutionnelle, ce qui touche au respect de la règle de droit, des contrats, des droits de propriété et de la justice. En conclusion, l'état des finances publiques, la plus grande diversité de la société, les aspirations des citoyens à une plus grande transparence imposeront un recentrage des missions de l'État. Il s'agit bien d'une nouvelle dialectique entre libéralisme et État-providence, comme les interventions des autres intervenants vont le montrer. Our discussion today about liberalism and democracy is really a very old one in Western countries. In my own country, the founders of the American Republic were deeply worried about whether it would be possible to have both democratic government and also an economic system based on individual property rights. James Madison in the Federalist Papers explained that the great danger of a democracy
is that citizens might organize and push demands for redistribution. And I think that, as we all know, Madison's worst fears did not come to pass. And the reason is that the founders of the American Republic, like politicians in other liberal democracies, were able to arrive at a kind of historic compromise. Democrats agreed to limits on democracy in order to protect rights, including the rights of property holders and the rights of operating in a free market. And liberals agreed to buffer and limit the effects of the full impact of a free market economy. In short, Democrats agreed to the Bill of Rights and to the protection of property. Liberals agreed to l'État-providence. And I think this historic compromise between the rights of individuals in a liberal society and democratic governance, what's essential about this is that it took place within the borders of national states. And today, what's changed is that the state no longer stands on its borders as a barrier to the entry from the outside. Capital, goods, and services, and people are pouring across national borders. And so all the old protections and guarantees of that historic compromise between liberalism and democracy are threatened, are in danger. I think it's no surprise that the biggest challenges that we face today come from rising populist parties and from movements that want to close up the borders. These are parties that want to close up the borders to the entry of immigrants. These are parties and movements that are anti-globalization or demondialization movements that want to close the borders to capital and to trade. In my own country, I'm thinking of groups like the Tea Party. Although the Tea Party presents itself like a liberal anti-welfare state movement, if you look at the Tea Party close up, it's a group of people that already has welfare state benefits and that want to protect their benefits against others wanting in to the same benefits. So it's no surprise, really, if you discover, even if it's ideologically not very logical, it's no surprise, really, that Tea Party supporters are disproportionately hostile to free trade and think we need to do something about that in the United States. I think these populist anti-globalization movements are dangerous because they are anti-system, because they feel themselves to have been betrayed and abandoned by parties of the center, right, and left, by their governments, and has been said by others this afternoon, by Europe. And I think these movements are dangerous because it's a dangerous illusion to believe that we could close up our borders and still remain in peace and in fruitful economic exchange with the rest of the world. I've just read this new little book by Arnaud Montebourg, who presents a project for démondialisation, and he describes this as a nouveau protectionnisme, créatif, moderne, dépoussiéré, et flambant neuf. But I'm quite sure that for the rest of the world, especially the developing countries, for China and India, this distinction really does not feel like a distinction. And so what are some possible scenarios of response to this populist rage against the system and this demand for protection? What shape could a new compromise take between market economies, individual rights, and democracy? Now, I see three possibilities. One possibility is to imagine that the global economy has become so important that only global governance and global regulations can work. And I think in some ways this is a logical conclusion, but I see it as a formula for despair and disaster. Across the board, we see the weakness or outright failure of our efforts at global regulation.
Doha is paralyzed and dead. The Basel process is struggling. European governance is severely under threat. I think that to argue that only global governance can work is to conclude that there's little or nothing that we can do in the foreseeable future to deal with the anxieties and anger of our fellow citizens. I think at this point in history, to focus on what kind of global institutions we might build over, say, the next 20 or 30 or 50 years, I think this would be heard by the public as a counsel of despair. It would be a dangerous dereliction of our obligations right now. Second possibility would be to say we really should turn to civil society. Regulation at the level of national governments is just no longer optimal. Problems are just too complex. Governments are overburdened. The population is just too distrustful of government. So it could be that it's at the level of civil society that we should seek new institutions and new forms of collaboration and regulation in order to ground a new political order. But I think that what we're seeing is that the experiences of regulation via civil society show that institutions of civil society cannot substitute for the state. If we look at the research on microfinance, we see the kinds of coercion and corruption that appear whenever microfinance is not grounded in a legal system that ensures minimum standards of accountability and protection against intimidation. When we look at research on labor standards and corporate social responsibility, where multinational corporations have tried to bring pressure on their subcontractors to improve working conditions, a Nike, for example, there we also see the sharp limitations of private corporate action, even when it's motivated by strong corporate interests and a large amount of goodwill. So I think civil society institutions can be powerful sites for regulation, but only when backed up by the rule of law and by efficient modern states. So it's really the third set of scenarios or options that I think are the ones that we need to develop. I think we need to think of new forms of regulation within national states. The resources that we still have available are basically those of national governments. And the national state today is bigger than ever before. If we look at the United States, for example, it's now the government that's the largest source of consumer credit and home mortgage loans. And not only with respect to the government's role in capital markets, but if we look at citizens' attachments, despite all the angry challenges of its citizens, the national state is still today the only political unit that has deep legitimacy, that still has the possibility to mobilize the population for all the painful readjustments that are going to be needed to extract our societies from recession and debt. So what we need are new ways of using the resources and institutions that we do have and do have now, at least in some part. And I think that as we look across the recent history of liberal democratic societies, we can find a rich diversity of experiences with new forms of regulation. And I just want, in conclusion, to mention two examples quickly. If we look at German labor market regulation over the last 5 years, both the regulations that the Germans brought into the labor market before the economic crisis and their ways of regulating the labor market during the crisis, I think we can see paths of regulation that both buffered the workers against the worst effects of the economic crisis and also provided a base for economic recovery and growth. In my own country, in the United States, I think we're seeing new forms of experimentation with government intervention
I think the word industrial policy is still a taboo word in the United States. But as we look at the kinds of support that the federal government is providing for emerging technologies and for companies that are scaling up in these technologies, again, we're seeing a kind of experimentation that I think bears interest and promise for what we can still do within our national states. So the national state, I think, is still alive, and we better make the best use we can find of those resources and institutions. Thank you. Tout le monde, à juste titre, parle de la montagne de la dette qui menace plusieurs de nos économies et même certains de nos systèmes démocratiques. Comme un banquier à peu près normalement constitué, je veux juste rappeler qu'une dette a pour principe d'être remboursée et que cette dette colossale accumulée pour l'essentiel par les économies développées a une contrepartie tout aussi colossale, c'est l'épargne. Et je voudrais vous parler de l'épargne. C'est Adam Smith le premier qui a estimé que la constitution de l'épargne transforme la nature des échanges et l'appréciation morale portée sur le facteur d'enrichissement. Le vice attaché au désir d'enrichissement illimité disparaît au profit de l'utilité sociale d'une accumulation qui permet d'envisager le plein emploi des ressources au travail. L'échange fondamental n'est plus entre pauvres et riches, mais entre salariés et détenteurs de l'épargne. On peut dire que c'est un concept qui, depuis, a fait florès, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale. La seule épargne financière, qui représentait environ 90% du PIB mondial en 1990, s'élève à plus de 300 millions de ce même agrégat aujourd'hui. Et non seulement cette masse d'épargne s'est développée plus vite que la quantité des biens et des services produits, mais elle s'est institutionnalisée. En se mutualisant par le biais des sociétés d'investissement, des compagnies d'assurance, des fonds de pension et autres, elle a acquis une vérité, une crédibilité qu'elle n'avait pas lorsque la précarité des situations ou les évolutions politiques, économiques laissaient planer un doute sur sa matérialité ultime. Elle est devenue au fil du temps une alternative crédible, non seulement pour faire travailler un excédent de liquidité, mais surtout et aussi pour constituer sur le long terme un capital. Alors, cette épargne devenue si abondante, le système libéral a-t-il su l'allouer correctement ? Reformulée de manière peut-être un peu plus provocante, la question pourrait être: le marché autorégulé est-il capable de gérer cet excès d'épargne ? Pour le libéralisme économique, nous le savons tous, le marché est l'institution centrale. Il est considéré comme autorégulateur à tel point que la société doit s'y soumettre quoi qu'il arrive. Certes, de tout temps, différentes sortes de marchés ont existé, mais le développement de la finance a été celui d'un marché unifié qui s'est étendu aux dimensions du monde. Et ce marché a rejeté tout contrôle, prétendant ainsi à une sorte d'autorité suprême. Pour la première fois, nous avons accepté que les phénomènes économiques et financiers constituent à eux seuls un système distinct auquel tout le reste du social et donc du politique, bien entendu à commencer par le travail, mais également l'État-providence, se doit d'être soumis. Or, si l'idée d'un marché s'ajustant de lui-même est erronée, au moins dans le domaine où c'est sûr, c'est celui de l'allocation de l'épargne, nous pouvons alors nous retrouver dans une situation où finalement le système en arrive à briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui. C'est un peu l'exemple actuel de la Grèce, puisque c'est bien au nom de la fragilité du système financier que la cascade des décisions sont prises. Et discuter aujourd'hui de privatisation de 25 à 50% du PIB grec, sans en mesurer évidemment toutes les conséquences au plan sociétal, n'est pas une simple affaire. Le tout, au fond, finalement, était décidé au nom de la protection ultime d'une épargne, confisquée par les marchés, avec une logique de gain à court terme. Alors comment faire pour que l'État-providence, de plus en plus transformé en État-assistance, ne s'arrête au mur de la dette ? Il faut réallouer l'épargne. Il ne s'agit certainement pas de recourir à une confiscation par l'impôt de ces sommes considérables. Il s'agit plutôt de réfléchir à l'allocation de cette épargne, afin que celle-ci rende à la fois le niveau de la dette supportable, favorise le financement de la création de nouvelles richesses et, partant, permette au capitalisme libéral, comme à l'État-providence, de se régénérer. Comme banquier de terrain, je voudrais insister sur la nécessité de maintenir
et de revaloriser des circuits de financement qui s'inscrivent dans la durée. Donc il ne faudrait pas qu'on soit exagérément embêté par Bâle III et toute autre forme de réglementation excessive. De réinventer des marchés peut-être qui pourraient accorder plus d'importance à un TRI régulier sur une durée longue plutôt qu'à un TRI exceptionnel sur un coût sur une durée très courte. Là aussi, il ne faudrait pas que les fonds propres qu'on puisse mettre dans ces métiers soient trop soumis à des réglementations difficiles. Bref, de permettre aux entreprises d'avoir des stratégies longues et donc de nourrir la croissance et d'avoir les fonds propres adaptés pour pouvoir mener ces stratégies. Enfin, je souhaiterais que l'assistanat n'entrave pas ce qui fait la force du libéralisme. Entreprendre, investir, construire. Pour cela, l'État régulateur doit d'abord jouer un rôle, pour moi, de facilitateur, sans se substituer ni aux entreprises ni à l'épargne privée, faute de quoi il lui resterait qu'à s'en remettre à la Providence. Merci de votre attention. If you think about the 30 years of the world economy prior to the financial crisis, it really has been one of the most extraordinary periods, not from just the economic point of view, but also from the social point of view. You saw enormous increases in living standards around the world. You see tremendous increases in life expectancy, really everywhere in the world. You've seen huge increases, improvements in educational attainments, sharp declines in infant mortality, and perhaps most importantly, very sharp declines in poverty. That is to say, some people like to look at, for example, number of people living at less than $1 a day. During this 30-year period, that number fell like a rock, so that essentially in Asia, extreme poverty has been eliminated. You see it most clearly in China and in India, and so the only continent in the world with still significant amounts of extreme poverty today is Africa. Now, why has that happened? Well, it seems to me that the answer to that is obvious, and that is the world, both the middle-income countries and the developing world, have embraced capitalism. If you look at what happened to the world economic policy over that 30-year period, you see tremendous declines in inflation rates. You see tremendous declines in tax rates. You see reductions in tariffs and consequent growth of international trade. You see liberalization of financial markets. And you see reductions in regulation, in addition to the traditional kind of free market policies, such as massive privatization around the world. So there is quite an immediate link over that 30-year period from the embrace of free market policies to extraordinary economic performance. Now, in some parts of the world, that confidence in free markets, that confidence in the liberal economic policies has been shaken by economic crisis. And so the question arises, how do we think about economic policies? What are the lessons going forward? It seems to me that the first point to make, which is the point I made here on the stage last year, I think is a point of universal agreement, that there has been a substantial failure of financial regulation in the period leading to the crisis. And we do need rethinking of financial regulation around the world, both in terms of improvements in capital requirements, but in many other aspects of financial regulation. I think that is beyond dispute. But I think that's not the question. The question seems to be as to whether the state should return, whether we need more regulation in the aftermath of the crisis of markets other than the financial markets. And here I think the evidence is actually quite clear that the answer is no. And let me explain why. I think in order to understand the answer, we just need to look around the world, and maybe we need to look at Europe, and to see not just what happened in the crisis, but how various economies reacted to the crisis. I spent some time in the last month looking at Spain and considering the case of Spain and speaking in Spain about Spanish economic policy. Now, Spain is very interesting. It had a financial crisis, a banking crisis like many other countries
in Europe and like the United States, but it also reacted to the financial crisis in a particularly dramatic way. Spain has 20% unemployment or so. It has 40 or 50% unemployment among the young. It has not been able to replace many of the jobs that have been eliminated as a result of the crisis. And in fact, it is now in huge trouble. Now, why is that? Well, it's an interesting fact that Spain is one of the most heavily regulated economies in Europe. It has, on measures of product market regulation, it's something like 150th heaviest regulator in the world. And of course, product market regulation is what keeps jobs from being created in the service sector, where most jobs are created. It has the third highest level of labor market regulations in the OECD, behind Luxembourg and Mexico. So it's not entirely surprising that the economy is utterly incapable of generating jobs. And so what we've seen in the case of Spain as a reaction to financial distress is the collapse of the economy, and perhaps more deeply, the collapse of the social contract. And this is the point that I would like to emphasize in this remark. What has happened in Southern Europe as part of the creation of its social contract, or its way of having its capitalism, is the heavily regulated economy, where labor markets, product markets, other markets are heavily regulated by the state. The consequence of that has not been just poor economic performance, and we all are sitting here understanding that Greece is completely bankrupt and has no hope of repaying its debt, that many other countries in Southern Europe are verging on bankruptcy. But it's more than that. It's massive unemployment. It's young people being completely disenfranchised and sleeping in the squares. Why is that? The reason for that is the heavily regulated social contract has become what a Swedish economist, Assar Lindbeck, once called the insider-outsider model. It is the case, I think in France they call it more politely, the social partner model. That is to say that there are people who are inside the regulatory state, who are protected by the regulatory state, who are the beneficiaries of the regulatory state, and their welfare is protected in the crisis. And then there is everybody else. And everybody else is unemployed, and everybody else is working long hours, and everybody else is living with their parents until they're 35, and everybody else is completely excluded from the benefits of the growing market economy. And so it looks like what the crisis revealed is not the failure of capitalism, but rather the failure of South European, heavily regulated, heavily state interventionist model. What the crisis has shown us is not the need to return to laissez-faire. The crisis has shown us the imperatives, and Susan Berger referred to that, of social protection. It showed to us the imperative of social insurance. People who are in trouble should be helped by the state. But the kinds of rigidities that become the fundamental fabric of the South European economic structure have shown their total intellectual, social, and economic bankruptcy. I think what the crisis has shown is perhaps that this is the end, and we've seen this in all the financial crises in Europe. This is the end or the last convulsions of this model. Well, maybe the ECB and the Germans will continue saving this model for a while longer, but they can't do it for very long. It's not that the alternative is laissez-faire. The alternative is something that combines social insurance with a great deal more economic flexibility. We've seen a radical movement in that direction in Northern Europe. We've seen it in Germany. We're going to see it in more and more countries in the world. But the economic model that can compete on the world stage has to combine the democratic aspects of social insurance with a tremendous level of economic flexibility, because without that, there is just really no economic survival. Thank you very much.
Nous passons tout de suite à Jean-Paul Bailly sur l'efficacité de l'État-providence. Peut-on améliorer l'efficacité de l'État-providence? Jean-Paul Bailly, le cas de la Poste. Qu'est-ce que l'État-providence? À mes yeux et dans mon domaine, celui des services, je dirais que c'est l'idée que dans une société prospère, il est nécessaire de garantir un socle de services accessible à tous, dans des conditions telles que les écarts de revenus ne soient pas ou peu discriminants. C'est ce qui a conduit à ce que soit offert dans la plupart des pays développés une large gamme de services, éducation, accès à l'information, à la communication, santé, transport, énergie, eau, etc. Et le problème, c'est face à la crise du financement public, je pense qu'il y a deux grands ordres de questions qui me semblent se poser. Rapidement, celle du portefeuille des services constituant ce socle, et plus longuement, celle des modalités les plus efficaces pour rendre à la collectivité les services ainsi définis. Sur le premier point, d'abord, je ne pense pas que, concernant le portefeuille des services inclus dans le socle des services publics ou de services d'intérêt général, il y ait une vérité universelle ni immuable dans le temps. C'est en effet, à mes yeux, la demande sociale qui le définit, et celle-ci est différente d'un pays à l'autre en fonction de sa culture, de son histoire, variable dans le temps. Il n'en demeure pas moins que, quel que soit le point d'où l'on part, une évaluation périodique de ce portefeuille des services collectifs et de son périmètre me paraît nécessaire. Les modes de vie changent, les technologies changent, il n'y a pas de raison que le socle de services collectifs nécessaires n'évolue pas. Dans le domaine qui est le mien, par exemple, un pays comme la Finlande réfléchit à la mise en place d'un service universel de l'Internet garantissant l'accès de chaque Finlandais et dans le même temps un relâchement des contraintes du service universel du service postal. Je ne me prononce pas ici évidemment sur la pertinence des choix qui ont été faits, mais parce que c'est à chaque collectivité d'en décider. Mais je pense par contre que ce type de débat est absolument nécessaire. Deuxième et dernière remarque, cette réflexion sur l'évolution du portefeuille de services fourni par l'État-providence ne doit pas négliger les fortes dimensions immatérielles, voire symboliques. Pour l'illustrer dans mon domaine, je suis frappé par le fait que partout dans le monde, quand se pose la question de faire évoluer la structure ou l'organisation des postes pour faire face notamment à la baisse des volumes du courrier, les réactions des populations sont souvent, parfois, plus liées au fait que l'on souhaite conserver le passage du facteur tous les jours comme symbole de lien, plutôt que le fait de effectivement recevoir son courrier tous les jours. Ou que l'on souhaite conserver un bureau de poste comme symbole d'appartenance à la communauté nationale, plutôt qu'à cause de ses activités, parfois peu nombreuses, qui y sont d'ailleurs réalisées. Cela veut dire que si cette dimension symbolique, mais réelle, n'est pas prise en compte, n'est pas prise en charge, avec le rythme et la pédagogie adaptés, les évolutions peuvent être effectivement vouées à l'échec, même si elles paraissent rationnelles et justifiées. Je voudrais maintenant en venir au cœur de mon sujet, à savoir le renforcement de l'efficacité avec lesquels sont rendus les services d'intérêt général. La première d'entre elles, qui est une vraie conviction, ancrée sur des dizaines d'années d'expérience, c'est qu'il faut absolument clarifier les objectifs, le périmètre, les conditions de financement et les critères de performance des missions d'intérêt général. Une de mes tâches à la tête de la Poste a été de passer de l'idée « la Poste est un service public » à « la Poste est une entreprise chargée de 4 missions de service public, par ailleurs parfaitement définies par la loi ». C'est une condition majeure de l'efficacité, car, comme le savent tous les donneurs d'ordre, cet exercice n'est pas seulement indispensable à celui qui aura à fournir le service, comme à celui qui aura à le financer, il est aussi l'occasion de se poser des questions extrêmement saines et essentielles à toute bonne gestion. Quels sont précisément les contenus de ces missions? Quels sont les objectifs que le fournisseur doit atteindre? Comment sont-ils mesurés? Selon quelle périodicité les missions sont-elles rediscutées? Tout cela a l'air d'une évidence. C'est en réalité un exercice difficile et d'assez longue haleine, et je suggère qu'il soit mené partout, le débat en sera clarifié. À partir du moment où on a clarifié les objectifs et la façon dont ils sont mesurés, et dont les résultats sont rendus publics, on peut faire 3 choses. D'abord, mettre en place des dispositifs incitatifs à la performance,
en discutant du triptyque, rémunération de l'opérateur du service d'intérêt économique général, qualité du service rendu, évolution du coût de la mission. On peut alors concentrer les débats sur les résultats et l'efficacité, beaucoup plus que sur les moyens consacrés à ceux-ci. Et en particulier, on peut sortir du plus de moyens ne veut pas forcément dire plus de qualité, moins de moyens ne veut pas forcément dire moins de qualité, et je pense que c'est notre responsabilité, nous qui sommes responsables de ce type d'entreprise, de rendre ces entreprises performantes, c'est-à-dire d'être capables de combiner un plus pour la qualité de service, une économie de moyens, un plus pour les salariés qui y travaillent et un plus pour la planète. Je pourrais donner des exemples. Par exemple, les nouveaux bureaux de poste combinent ces 4 objectifs. On peut enfin mettre en place des dispositifs incitatifs à la performance, c'est-à-dire incitatifs à ce que les fournisseurs d'intérêt général, utilisant le progrès technique, de meilleures combinaisons de leurs moyens de production, soient innovants et en permanence capables d'améliorer la qualité et de diminuer le coût de leur intervention. Au fond, mon point est le suivant. S'il existe un cahier des charges et qu'il est respecté, la performance financière ne peut se faire au détriment de la bonne exécution du service public. C'est très souvent la crainte et je crois que si on faisait comme ça, le débat en serait largement apaisé. On entend parfois dire que cette logique de performance est incompatible avec le principe même de service public et d'intérêt général. Et parce que je crois que l'existence de services d'intérêt général est nécessaire et utile pour assurer un socle de prospérité commun dans nos sociétés, je pense exactement le contraire. Je pense que la notion de performance est indissociable de celle de l'intérêt général. Il ne s'agit même pas de concilier performance et services de qualité, mais d'affirmer qu'ils se renforcent l'un l'autre. Soyons un peu caricatural. Si d'un côté le marché c'était de faire mieux et nouveau avec moins de consommation de ressources, alors que le service public ce serait de faire la même chose avec plus de moyens, c'est là que la notion de service public ou d'intérêt général serait menacée, car son coût pour la collectivité deviendrait supérieur à l'intérêt qu'elle en retire. La performance, génératrice de résultats, est essentielle, car elle permet de financer la modernisation, l'innovation, un modèle social respectueux des hommes et des femmes, le développement et par-dessous la pérennité. Ma conviction est faite que tout service public non performant est amené à péricliter. On peut également faire autre chose quand on a clarifié les objectifs, c'est de décentraliser l'exécution et de donner la responsabilité à des acteurs qui sont localisés au plus près des destinataires. On peut alors imaginer, en fonction des réalités locales et des combinaisons différentes pour rendre le service, en tel lieu, il peut être rendu avec des ressources propres, en tel autre, au moyen d'un partenariat avec des accords externes. C'est ce que nous avons fait avec les bureaux de poste ruraux. Notons que l'appréciation de ce qui relève ou ne relève pas des services d'intérêt général se rapproche de plus en plus des citoyens pour les services quotidiens. Ainsi, le terme État-providence, dans le domaine des services, me semble de moins en moins approprié. Je lui préférerais le couple des différents types de services publics, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, en liaison avec un socle de solidarité. Enfin, je voudrais souligner, c'est mon dernier point, je pense qu'il est extrêmement sain qu'un fournisseur de services d'intérêt général ait en même temps une ou plusieurs activités qui relèvent de la compétition et du marché. Bien sûr, cela conduit à devoir justifier en permanence de l'absence de subventions croisées, de la non-perturbation du fonctionnement du marché, etc. Mais cela crée une fertilisation croisée extrêmement riche, en permettant que les soucis d'innovation, de qualité, de pression sur les coûts inhérentes aux activités de marché déteignent sur la production des services d'intérêt général et à l'inverse, que les attitudes de long terme d'écoute de toutes les parties prenantes qui sont le souci permanent de l'équilibre entre ces parties prenantes, de l'attention à ce que les parties prenantes, d'ailleurs bien mal nommées parce qu'elles apportent autant qu'elles prennent, reçoivent une part équitable proportionnée à ce qu'elles apportent, que ce soit du capital, du travail ou les richesses du territoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.
Stéphane Richard, vous êtes dans un secteur, on l'a déjà un peu évoqué, les technologies de l'information, les télécoms, Internet, un secteur en pleine révolution. Comment dans ce secteur, cette problématique entre libéralisme et État-providence se pose? Stéphane Richard. La première chose, je crois qu'il faut rappeler, peut-être à travers quelques illustrations, c'est que nos sociétés, nos vies ont été bouleversées et le sont de plus en plus, car ce phénomène s'accélère par ce qu'il est convenu d'appeler cette révolution numérique ou l'âge numérique. Je voudrais très rapidement donner quelques illustrations de cela. D'abord, aujourd'hui, nous ne communiquons plus du tout de la même manière qu'il y a 10 ans ou fortiori 20 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 5 milliards de téléphones mobiles connectés sur la surface de cette planète. On estime qu'en 2015, il y aura plus de 10 milliards de terminaux connectés au réseau, smartphones, tablettes, PC, TV connectés, etc. Ce phénomène est mondial, naturellement, et il est très spectaculaire de voir comment, dans les pays émergents aujourd'hui, je pense en particulier à l'Afrique, dont on parlait tout à l'heure, il y a eu une véritable révolution de la communication à travers le téléphone mobile. Notre rapport à l'information s'est complètement inversé. Nous étions, il y a encore quelques années, essentiellement des consommateurs d'informations. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus des producteurs d'informations. C'est la magie d'Internet. Il y a en France aujourd'hui plus de 7 millions de blogs individuels. Il y a plus de 200 millions d'utilisateurs actifs de Twitter dans le monde. Il paraît qu'il y en a même pas mal d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Le rapport entre la vie privée, ou la question, la place de la vie privée, le traitement de la vie privée, a été complètement bouleversé aussi par Internet. Je voudrais juste donner une illustration que je trouve assez frappante de ce phénomène. Il y a aujourd'hui un quart des bébés européens qui commencent leur vie numérique avant même d'être nés, car le trafic, si je puis dire, en tout cas la transmission par les services de vidéo en ligne ou dans les réseaux sociaux des vidéos d'échographie s'est tellement développé ces dernières années que nos bébés, ou de plus en plus de nos bébés, sont déjà présents sur Internet avant même d'avoir vu le jour. Dans le monde des affaires, dans la banque, dans tout un tas de secteurs économiques, les technologies de l'informatique, des communications ont tout révolutionné. Et bien entendu, si elles s'arrêtaient demain matin, il n'y aurait plus de finances, il n'y aurait peut-être plus de crise de la dette non plus, mais en tout cas, il y a des pans entiers de l'économie mondiale qui s'arrêteraient. Ce phénomène est mondial, je l'ai dit. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui sont réfractaires à ce déferlement du numérique, et encore, ils y viennent eux-mêmes. Et puis, peut-être la dernière illustration la plus spectaculaire, ça a été les révolutions numériques, les révolutions 2.0, comme on a dit, mais je ne veux pas trop évoquer ce sujet, puisque mon voisin de gauche, certainement, en parlera. Il est incontestable que le printemps arabe, sinon a trouvé ses sources, mais en tout cas a été grandement facilité par l'explosion des usages Internet, et notamment des réseaux sociaux, dans les pays où ils sont arrivés. Nous sommes nous-mêmes opérateurs en Tunisie et en Égypte. Et en Égypte, par exemple, c'est vraiment, on peut dire que Facebook et Twitter, mais surtout Facebook en l'occurrence, a été un immense facilitateur au mouvement qu'on a connu. Alors, toute cette révolution d'Internet, elle a été caractérisée par la liberté. Et ce qui fonde finalement, dans l'esprit de beaucoup, le succès d'Internet, c'est justement cette capacité d'être porteuse de liberté. C'est un esprit presque libertaire d'ailleurs, qui souffle toujours et qui fait que dès qu'on touche, qu'on effleure la question de la régulation, on a instantanément des réactions extrêmement vives, on le voit régulièrement. Et pourtant, je crois qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser la question d'une forme de régulation, d'une forme de médiation en tout cas, quand on voit l'importance qu'a pris aujourd'hui le numérique dans notre vie. Et très rapidement, 3 axes ou 3 questions qui me semblent se poser. Il y a d'abord la question des libertés individuelles. La préservation des libertés individuelles dans cette société numérique où toute notre vie peut être captée et peut être aussi, en tout cas pour un certain nombre de ces données, utilisée sans qu'on en soit véritablement conscient, voire qu'on soit consulté préalablement, est un vrai sujet. Comment peut-on rester anonyme dans la société des réseaux sociaux aujourd'hui? Il paraît qu'il y a un tiers des internautes français, c'est une enquête récente qui l'indique, qui fournissent des informations volontairement erronées lorsqu'ils remplissent des demandes d'informations, des questionnaires sur Internet, ce qui prouve bien qu'il y a quand même une grande méfiance aussi par rapport à ça. Une immense question est le droit à l'oubli.
Songez, chers parents, qu'à peu près un quart des enfants de 12 ans en France aujourd'hui ont un profil sur Facebook. Que pensez-vous qu'ils en feront dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est quand même une question immense. Donc, autour de la façon dont les libertés individuelles doivent être protégées, préservées dans le numérique, il y a une vraie question pour la puissance publique en général. Le deuxième thème, qui est plus économique, et je pense qui intéresse plus nos amis économistes, c'est la lutte contre la fracture numérique. Car la révolution numérique, c'est formidable, sauf que, pour l'instant, elle n'arrive pas encore à pratiquement la moitié de l'humanité qui n'a pas, du fait des infrastructures de télécommunications, accès au réseau numérique mondial. Ça pose le problème majeur du financement de ces infrastructures. Et si je prends l'application de la France, il y a aujourd'hui, je l'ai dit, un accroissement considérable des trafics de données sur les réseaux. À Paris, par exemple, sur le réseau mobile parisien, notre réseau mobile parisien, on a une multiplication par 10 en volume chaque année des échanges. Donc c'est énorme, il faut investir massivement dans ces réseaux. Et on a en face de ce besoin d'investissement considérable une régulation qui a été depuis 20 ans essentiellement dédiée aux bénéfices à court terme du consommateur, une régulation, disons, d'inspiration consumériste. Et aujourd'hui, il est absolument impératif de retrouver un équilibre entre l'encouragement à l'investissement, qui est essentiel pour apporter le haut débit et le numérique à tout le monde, et la question de la régulation de la concurrence et des consommateurs. C'est un vaste sujet de réflexion et sur lequel, évidemment, les opérateurs comme nous ne sommes pas forcément les mieux placés pour en parler, mais qui nous semble néanmoins tout à fait essentiel, et dans lequel d'ailleurs aussi il y a une question liée à l'intervention des pouvoirs publics, puisque dans beaucoup de zones, y compris dans les pays développés, l'accès de la population au service du numérique ne sera possible que s'il y a de l'argent public qui vient se joindre aux capitaux privés pour déployer ces infrastructures. Je pense à la fibre, par exemple. Et puis le troisième point, et je serai rapide, c'est pour nous, c'est un peu un plaidoyer pro domo, la nécessité de militer et de prendre des mesures d'ailleurs pour garantir que le monde numérique reste un monde ouvert et un monde interopérable. Il y a aujourd'hui des géants dans le monde numérique qui peuvent avoir la tentation de, entre guillemets, privatiser Internet, simplement en diffusant de façon extrêmement méthodique et planétaire un modèle qui est un modèle propriétaire. Je ne veux pas trop citer de nom ici, mais je pense que certainement certains verront à qui on peut penser. Et de ce point de vue, le débat de la neutralité des réseaux, qui est un débat important, qui fait beaucoup fureur aux États-Unis, mais qui arrive aussi en Europe, nous pensons, nous, qu'il doit s'ouvrir à d'autres thèmes que uniquement la question des réseaux, mais aussi à tout un tas d'autres domaines de l'économie numérique qui sont très importants, comme par exemple les moteurs de recherche. Est-ce qu'il est normal ou acceptable à long terme dans les sociétés qu'on ait un moteur de recherche qui ait des parts de marché supérieures à 95% dans la plupart des pays où il opère? Les magasins applicatifs, la politique d'admission ou pas des applications par un certain nombre d'acteurs, les réseaux sociaux, etc. Donc, ouverture et interopérabilité, pour nous, des valeurs fondamentales. Et puis une dernière remarque finale, pour dire que même si ce thème de la régulation donne un peu de l'urticaire à beaucoup des acteurs de l'Internet aujourd'hui, il fait partie du débat, et il a une caractéristique particulière, je crois, c'est qu'il ne peut s'imaginer qu'à une échelle mondiale. Il n'y a pas, déjà, c'est pas facile d'imaginer des formes de régulation ou de gouvernance d'Internet, mais en tout cas, ça n'a aucun sens de les imaginer au niveau national, voire même d'ailleurs au niveau continental. C'est vraiment, pour le coup, là, un enjeu et un chantier de la gouvernance mondiale qui a commencé, puisque au dernier G8 qui s'est passé en France, il y a eu une partie de cette réunion qui a été consacrée à ces problématiques d'Internet. Merci. Alors, l'État-providence et le libéralisme en 7 minutes, ça suppose que je sélectionne 7 idées pour que vous y retrouviez. Première idée, l'État-providence est en faillite. Deuxième idée, l'État-providence classique doit être réinventé et sans nécessairement que ça se traduise par un désengagement de l'État. Troisième idée, le rôle principal de l'État, c'est de créer un climat de confiance. Quatrième point, c'est d'assurer la cohésion sociale en matière de logement, d'éducation, de formation professionnelle. Le cinquième point,
dans la nouvelle mondialisation que nous allons voir se développer, les États ont un rôle de contribution à la régulation internationale. Le 6e point, les États doivent redevenir efficaces. Et enfin, ils doivent être stratèges. Bien, merci beaucoup. Alors, en fait, c'était pour avoir 2 salves d'applaudissements. Je vous remercie. Non, premier point, l'État-providence a fait faillite. L'État-providence, c'est une notion qui est toute récente à l'échelle de l'histoire. Ça a commencé avec les lois de Bismarck, le plan Beveridge, mais en France, vous prenez le préambule de la Constitution de 1946 et vous pouvez lire « Tout être humain, dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». C'était l'article, donc l'alinéa 11 du préambule de 1946. On voit bien que cet État-providence a fait faillite, puisqu'il n'est pas capable d'honorer cette promesse. Et cet État-providence s'était installé par opposition à ce qu'on a appelé le libéralisme, souvent d'ailleurs le libéralisme dans une mauvaise acception. Je crois que le libéralisme est majoritairement impopulaire en France, parce qu'on a toujours voulu lire le libéralisme en se contentant de lire l'ouvrage d'Adam Smith sur la main invisible, La richesse des nations. Mais le libéralisme, ça n'est pas que la main invisible, c'est aussi le traité des sentiments moraux et toute la notion de vertu et de contrôle social qui va avec. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'un des ouvrages qu'a préfacé Amartya Sen, qui est le grand théoricien de la justice au XXIe siècle, c'est justement cette théorie des sentiments moraux. Donc, le constat, il est en faillite. Ensuite, l'État-providence classique doit être réinventé sans que cela se traduise nécessairement par un désengagement de l'État. L'État est indispensable pour réguler la libre initiative, organiser le contrôle social. Je prendrai simplement une image. Songez à une assemblée de copropriété dans laquelle on aurait interdiction d'avoir un syndic. Ça, c'est le vrai libéralisme non régulé. C'est tout à fait impossible. Le rôle de l'État, c'est, par exemple, de créer un cadre juridique qui permette la sécurité, la visibilité. Je lisais dans les écrits d'un prix Nobel de 1993 qui s'appelle Douglas North, que le rôle de l'État était d'établir un système d'institutions et de droits de propriété permettant d'exploiter de façon efficace les motivations individuelles pour assurer l'orientation des capitaux. C'est au fond le seul avantage comparatif que nos États développés ont aujourd'hui, c'est la sécurité juridique pour attirer les grands investisseurs de long terme dans le monde qui veulent avoir des revenus récurrents et pouvoir investir en toute sécurité. Alors, donc, l'État-providence est en faillite, il doit être réinventé. Comment doit-il être réinventé? Alors, d'abord, comme je l'ai dit, l'État doit créer les conditions de la confiance et l'État doit pallier les défaillances de marché. Il existe des domaines dans lesquels le libre jeu de la main invisible ne va pas spontanément. Je me limiterai simplement à 2 illustrations, puisque vous savez que la Caisse des dépôts a pour mission de combler les défaillances de marché. Depuis 2 ans, l'État est venu nous voir à 2 reprises pour nous dire « voilà, si vous ne faites pas telle activité économique, personne ne le fera. » Il s'agit du financement sur 22 ans d'un consortium de consommateurs électro-intensifs d'électricité qui ont voulu financer un consortium qui s'appelait Excelsium pour cofinancer des centrales nucléaires et avoir des ressources d'électricité à bas prix pendant une longue durée. On a également financé les avances remboursables de l'avion d'Airbus A400M qui, naturellement, était difficilement finançable par les banques. 4e point, assurer la cohésion sociale, le logement, l'éducation. Songez qu'aujourd'hui, malgré tous nos déficits publics, ou à cause, en créant des déficits publics, nous avons 3 domaines dans lesquels un argent public considérable est dépensé, sans efficacité. Je songe à la formation professionnelle, 40 milliards, personne ne sait où ils vont. Je songe à l'éducation nationale. Nous avons encore 100 000 enfants qui sortent du primaire chaque année en ne sachant ni lire, en ne sachant pas lire. Et enfin, le logement, selon les estimations, il manque entre 500 000 et 900 000 logements, 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les États, quels qu'ils soient, doivent considérer que la vraie richesse, ce sont les humains, qu'avoir 10% de chômeurs, avoir une quantité de personnes qui sont laissées au bord de la route à raison de l'inefficacité de nos systèmes publics, c'est impossible. Le 5e sujet, c'est la régulation internationale. En 1840, Tocqueville observait le mouvement irrésistible d'égalisation des conditions entre les humains. C'était la démocratie et c'était un étonnement pour lui. Il considérait que le rôle de l'État, c'était de réguler cette démocratie et de réguler les inégalités et les conflits de classe, pour
pour être bref. Eh bien, 170 ans après, ça n'est plus l'égalisation au sein des États qui doit nous frapper, c'est l'égalisation des modes de vie entre les États. La mondialisation, c'est une égalisation des modes de vie des élites, avec au sein de chaque État des inégalités qui demeurent très importantes. Et face à la montée d'entreprises multinationales beaucoup plus importantes que beaucoup d'États, face à la croissance des marchés de capitaux, face à la naissance de trafics qui peuvent bouleverser l'autorité des États, dans un État-providence réinventé, les États doivent revisiter leur fonction de régulation internationale. Et je ne peux pas m'empêcher de saluer notre ami François Racheline qui est dans la salle, qui, dans un livre récent, mettait en exergue le fait qu'aujourd'hui, nous avons une régulation du marché, une régulation du droit social avec l'Organisation internationale du travail, nous avons une régulation du commerce avec l'OMC, mais nous n'avons pas véritablement de régulation monétaire. Et c'est pour ça que dans son dernier ouvrage que je vous recommande, qui s'appelle « Où va l'argent ?», il recommandait une banque centrale mondiale. En conclusion, l'État doit être plus efficace et stratège. Alors, plus efficace, ça signifie que l'État doit chercher, autant que faire se peut, d'abord à nous faire réentrer dans l'économie schumpeterienne de l'innovation, et à cet égard, je ne saurais trop souligner la révolution que représente le programme d'investissement d'avenir. Les 35 milliards dont on parlait tout à l'heure, c'est un programme dans lequel l'État agit en investisseur avisé et demande un retour. On me dit que le temps est écoulé, donc moi-même, je vais retourner au 7e point, qui est le suivant. Le 7e point, qui est finalement le seul que vous devez retenir, enfin en tout cas que je retiens, c'est que l'État, à défaut d'être stratège et exemplaire, va laisser les populismes monter. Aujourd'hui, l'observation que nos concitoyens font face à la promesse non tenue de l'État-providence, c'est une observation de défiance dans un pays comme la France, où il y a beaucoup moins d'inégalités et de revenus et de patrimoine qu'aux États-Unis. Le sentiment d'injustice par rapport aux revenus et au patrimoine est beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce que la promesse de l'État-providence de 1946 n'a pas été tenue. Afin que l'État redonne du sens à son action et réexplique les enjeux, afin qu'il emporte l'adhésion des populations en faisant naître un sentiment de justice, il se doit de reconquérir sa fonction de stratège. Et dans cette perspective, il pourra faire renaître un État qui ne s'appellera plus État-providence, mais qui aura un nom que nous inventerons lors de prochaines journées d'Aix. Merci beaucoup. Le mutualisme est né à la fin du XIXe siècle sur la base des idées de Proudhon. Et en fait, pour répondre aux besoins de protection des citoyens qui étaient mal couverts ou pas couverts du tout d'ailleurs par un État-providence inexistant ou naissant. Sans doute les mutualistes appliquaient-ils à l'époque des préceptes par avance de Deng Xiaoping, qu'importe que le chat soit blanc ou gris, l'important c'est qu'il attrape les souris, puisque le mutualisme avait pour volonté ou pour objectif de concilier à la fois la responsabilité et l'initiative individuelle promue par le libéralisme économique et la solidarité souhaitée par l'État-providence. Depuis, le périmètre de l'intervention des États s'est fortement étendu, puisqu'il représente aujourd'hui dans les pays développés près de 44% du PNB, alors qu'il n'en représentait que 13% en 1914, et un gros tiers de ces dépenses est consacré au financement de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse ou des risques dépendance, risques sur lesquels je voudrais centrer mon propos. À l'évidence, les acteurs privés vont devenir incontournables pour sécuriser notre protection sociale, et dans ce contexte, les acteurs mutualistes ont sans doute un rôle important à jouer. Les acteurs privés vont devenir incontournables, pourquoi ? Parce que les postulats sur lesquels a été construite la protection sociale se sont profondément érodés, car la période d'après-guerre, dans laquelle les États-providence ont connu leur plein essor, ressemble sans doute au monde d'hier. 30 glorieuses, dynamisme démographique, quasi-inexistence du chômage, modèle d'emploi salarial à vie. Parmi les mutations les plus significatives de notre société et qui constituent un véritable défi, c'est le vieillissement de nos sociétés. Les personnes de 60 ans, qui représentent aujourd'hui 20% de la population en France, perçoivent chaque année plus de 50% des prestations sociales. Qu'en sera-t-il lorsqu'elles en représenteront 35%?
alors que le taux de prélèvement obligatoire, la maîtrise des déficits sont déjà au centre de nos préoccupations et que les questions d'équité intergénérationnelle émergent progressivement et avec raison dans le débat public. En même temps, on sent bien que le recours au tout-marché n'est pas non plus une solution satisfaisante, en ce qui concerne d'abord l'acceptation par les opinions publiques, mais en ce qui concerne aussi la vision même de notre contrat social, car exclure un citoyen d'une couverture maladie au prétexte qu'il n'a pas de ressources suffisantes ou de ses conditions médicales préexistantes ne crée pas les bases d'un vivre ensemble solide et durable. Il ne s'agit donc pas de créer ou de substituer au socle de la redistribution solidaire, mais de le compléter par une solidarité plus responsable qui contribuerait au meilleur fonctionnement d'ensemble d'un système sans alourdir les dépenses publiques. Il semble donc urgent que soit surmonté un certain nombre de tabous idéologiques pour bâtir à la fois une approche publique et privée de la protection sociale qui passe par à la fois la consolidation financière du système, la prévention et la fourniture de services, mais aussi la complémentarité des expertises en matière de gestion des risques. Dans ce contexte, il me semble que les assureurs mutualistes ont sans doute des qualités qui leur permettent d'être particulièrement légitimes et plus acceptés sans doute par nos concitoyens pour accompagner les réformes de l'État-providence. Le premier, c'est à cause de la gouvernance mutualiste, qui est le garant d'un fonctionnement plus participatif et mieux à même d'articuler, je crois, l'intérêt particulier et l'intérêt général. En effet, les dirigeants des groupes mutualistes sont des dirigeants élus, désignés par les sociétaires, qui ont à la fois en charge l'entreprise pour la fonction qu'elle a à remplir, mais également à satisfaire les besoins de leurs sociétaires. Et cette gouvernance me semble beaucoup plus responsabilisante, en phase avec les réalités de terrain et mieux à même de prendre en compte l'intérêt général, car la communauté d'une assemblée de sociétaires est sans doute largement plus importante qu'une assemblée générale d'actionnaires. Grâce à cette proximité de terrain d'ailleurs, à la connaissance du terrain qui est leur, les mutuelles sont aussi capables, me semble-t-il, de jouer un rôle essentiel dans l'expérimentation et dans le partage d'expériences afin de faire évoluer les dispositifs publics. C'est ce que nous avions fait à Groupama, notamment en généralisant le principe du médecin traitant, préalable à toute autre forme de consultation, et qui a été ensuite repris d'ailleurs par les pouvoirs publics pour toute la France. Enfin, je crois que les mutuelles ont une capacité à s'inscrire dans le long terme. La performance économique est conçue véritablement au service au financement des investissements, à la consolidation des fonds propres et à la pratique de tarifs qui sont compétitifs. Et de plus, leurs dirigeants n'étant pas propriétaires de l'entreprise, leur vocation est d'abord de transmettre l'entreprise à la génération future et si possible dans une situation qui est meilleure que celle dans laquelle ils l'ont trouvée. Il me semble, pour conclure, que la pérennisation de notre système social passe par une refonte de l'organisation dans laquelle l'assurance privée a véritablement un rôle à jouer, et les organisations mutualistes ont des qualités qui leur permettront sans doute d'être plus légitimes et mieux acceptées par nos concitoyens. Elles se sont en effet développées en réponse à un État-providence encore peu présent, je l'ai dit, et face aux impératifs que nous connaissons aujourd'hui, ces mêmes organisations peuvent tout à fait aider l'État-providence à évoluer et à repenser la protection sociale du XXIe siècle. Ceci sera possible sous deux conditions, bien sûr. C'est d'abord que ces groupes mutualistes continuent et prouvent leur capacité à être rentables. Ces groupes mutualistes, s'ils entendent rester fidèles à leur vocation, évoluent dans une économie de marché dont ils doivent accepter à la fois les contraintes, les règles et les atouts. Et comme j'ai coutume de le dire, il faut être économiquement fort pour être socialement généreux. Il faut aussi que les pouvoirs publics fassent preuve, me semble-t-il, de pragmatisme pour aborder de manière plus ouverte ces questions de protection sociale. Et pour finir avec une citation moins connue de Deng Xiaoping, avec lequel j'ai commencé, les organisations mutualistes peuvent accompagner les réformes en permettant de tâter les pierres pour traverser la rivière. À nous tous, pouvoirs publics, je crois, et comme acteurs privés, de savoir saisir cette opportunité sans attendre plus longtemps que les impératifs économiques et démographiques nous mettent tous collectivement, véritablement au pied du mur. Je crois que c'est un devoir
que nous avons à remplir. Merci. La Tunisie a été régulièrement félicitée pour ses performances économiques, mesurées en termes de croissance des IDE, d'accumulation des réserves, de croissance économique. Et pourtant, la situation actuelle met quant à elle clairement en évidence l'échec du modèle. Être l'économie la plus compétitive du continent ne suffit pas lorsque les fruits de la croissance ne sont pas accompagnés par plus d'emplois, la réduction des inégalités et moins de corruption. On avait simplement oublié que dans libéralisme, il y a liberté. De même qu'il ne faudrait pas que nous oublions, pour notre part, que Mohamed Bouazizi, qui est à l'origine des printemps arabes, s'est immolé tout simplement parce que l'État s'était opposé à sa liberté d'entreprendre. Je pourrais presque arrêter là mon propos, mais comme il me reste un peu de temps, je vais essayer de préciser un tout petit peu ma pensée. Dans une société démocratique où les libertés sont respectées, où la séparation des pouvoirs est claire, où les lois sont appliquées de manière efficace et équitable, où les citoyens élisent librement leurs dirigeants et les tiennent pour responsables et peuvent les remplacer, les décisions servent les intérêts de la majorité plutôt que ceux de quelques-uns. C'est l'argument d'équité. Les décisions sont débattues plus largement et les options les plus viables sont plus susceptibles d'être sélectionnées. C'est l'argument d'efficacité. Les décisions sont plus mobilisatrices car les agents ont plus confiance dans les promesses faites par le gouvernement, et c'est l'argument de crédibilité. À l'inverse, les gouvernements tunisiens et égyptiens ont poursuivi un modèle de développement servant leurs intérêts et ceux de leur clientèle. Le modèle retenu était d'essence libéral, en s'appuyant sur les forces du marché, l'initiative privée et l'intervention minimale de l'État. Cependant, l'intérêt des clientèles était placé au-dessus de l'efficacité économique, dans l'attribution des diverses licences, des marchés, le respect des règles de concurrence, etc. Puisque la croissance économique requiert des champions, est apparue une classe d'entrepreneurs riches et influents. Mais parce que cette classe entrepreneuriale se confondait étroitement avec la classe politique, ce système n'était pas libéral. C'était un système corporatiste d'inspiration libérale, en ce qu'il s'appuyait sur l'argument de l'efficacité économique pour justifier les inégalités, mais sans aucune des libertés économiques qui garantissent cette efficacité. On pourrait le qualifier de corporatisme de droite. Ce système a alors été dans l'incapacité de distribuer efficacement la croissance et les régimes concernés ont tenté de pallier ce déficit en mettant en place des politiques de soutien au prix ou de lutte contre la pauvreté. Ces politiques étaient dans l'incapacité de répondre aux vrais problèmes économiques et sociaux. La croissance n'a pas créé suffisamment d'emplois productifs pour absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. Le secteur informel s'est étendu avec de petits entrepreneurs, sans accès au crédit, sans accès aux contrats avec les grandes entreprises et l'État, sans protection de la loi pour leurs activités et sans protection sociale pour leurs employés. Ce secteur informel a même reçu la protection, non pas de l'État, mais des puissants, et ce dans le cadre d'un système mafieux typique. Face à ce constat d'échec, le risque serait de considérer le secteur privé comme par essence corrompu ou de rejeter le modèle de croissance dans sa globalité et de proposer de le remplacer par un système purement distributif. Pour distribuer, il faut qu'il y ait de la richesse produite et susceptible d'être distribuée. Ce qu'il faut plutôt en conclure, c'est la nécessité d'une réforme en profondeur de la gouvernance, mettant fin au contrôle politique de la sphère économique dans l'intérêt d'un groupe, une levée des freins à l'entrepreneuriat, la suppression du contrôle bureaucratique au travers des licences et autres obstacles, une gouvernance susceptible de garantir le respect de règles claires en matière d'investissement et de concurrence, de garantir une transparence totale dans l'intervention de l'État. Ce n'est qu'à cette condition que la modernisation du système économique pourra s'amorcer, et les deux vont de pair. Pour se développer, le système économique a également besoin d'un secteur financier qui soit réellement mobilisé pour soutenir l'entrepreneuriat et la prise de risque, et non pas un secteur financier qui concentre toutes ses capacités de financement sur les seules entités adoubées par le pouvoir. Dans le cadre de cette gouvernance renouvelée, le rôle de l'État serait alors de faciliter le fonctionnement des marchés grâce à la protection contre les comportements anticoncurrentiels, d'adopter des mesures pour parvenir à une société plus égalitaire, de mettre en place des garanties pour protéger les consommateurs et les travailleurs contre l'exploitation en garantissant des conditions de travail décentes et une rémunération équitable, et d'œuvrer enfin à une intégration dans les marchés mondiaux. La question qui se pose alors est celle des modalités de la transition du système corporatiste décrit précédemment à un système économique réellement respectueux des droits
et des libertés. Et dans l'immédiat, ce qu'il faut avant tout éviter, c'est l'entrée dans un cercle vicieux. Pauvreté et augmentation du chômage qui entraînent une augmentation du populisme et de l'extrémisme qui, à leur tour, conduisent à l'isolationnisme et de là à l'accroissement de la pauvreté et du chômage. La transition a donc un coût. Elle nécessite un soutien à l'économie pour éviter la tentation du retour en arrière. Le soutien demandé à la communauté internationale, tant par la Tunisie que par l'Égypte, a notamment pour objectif de lisser cette transition d'une économie administrée vers une économie plus libre et porteuse d'ambitions économiques et sociales. Il est ventilé en deux volets, une aide immédiate et un soutien à un plan de développement portant sur les infrastructures, les PME, les services, l'intermédiation financière, etc. Bien sûr, le développement économique ne peut se faire sans une réforme en profondeur de la gouvernance. Et le soutien au développement ne peut se résumer à des aides budgétaires immédiates. Mais les deux volets, aide immédiate et plan de développement, ne sont pas en opposition et sont bien au contraire complémentaires. Car pour fleurir, la démocratie a besoin d'un cadre économique et social apaisé et d'anticipation porteuse d'espoir. La liberté réclamée par les peuples pourra alors se décliner en liberté de s'exprimer et droit politique, liberté d'entreprendre et droit à plus de bien-être, liberté de circuler et droit à s'ouvrir au monde. Ces libertés et ces droits doivent bien sûr être à la fois protégés et encadrés, et c'est là le rôle de l'État. Encadrés dans l'intérêt du citoyen et non pas dans l'intérêt d'un groupe quel qu'il soit. Ces libertés et ces droits doivent également être reconnus et protégés par la communauté internationale pour que les échanges soient source de croissance partagée et non d'exploitation. En cela, le dernier volet, celui de la liberté de circuler et du droit à s'ouvrir au monde, n'est pas une simple option. Il est au contraire fortement imbriqué aux deux autres, liberté politique et liberté économique. La mobilité, notamment des jeunes, les échanges culturels et humains, la coopération décentralisée entre associations, régions, ONG, sont essentiels pour que chaque pays puisse jouer pleinement sa partition dans le concert des nations. Merci beaucoup. Nous n'avons malheureusement pas le temps de débattre. Je vais proposer à Bertrand Jacquillat, en 120 secondes, mais pas 120 idées, 120 secondes, de conclure, de tirer les conclusions de ce débat. Oui, Eric, merci. Je vais être encore plus court parce que je concluais mes propos liminaires en disant que la crise financière avait donné lieu à une nouvelle dialectique entre libéralisme et État-providence, et on ne fait pas la synthèse d'une dialectique, on peut constater simplement ces cheminements. Et on a vu avec les interventions des intervenants, que je remercie infiniment, la diversité des cheminements possibles.